Bonjour, le temps que tout le monde se connecte, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième café scientifique organisé par la Commission franco-américaine Fulbright France. Je vais en profiter pour dire quelques mots sur la Commission franco-américaine pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, la Commission franco-américaine célèbre cette année ses 75 ans. La Commission favorise les échanges universitaires, culturels et scientifiques entre nos deux pays, la France et les États-Unis, depuis 1948, bien sûr, dans le but d'établir des liens durables, à la fois au niveau personnel et professionnel entre nos deux pays, contribue ainsi à la compréhension entre nos deux peuples. Elle le fait sous forme de bourses de séjour, à la fois dans le sens France vers les États-Unis et dans le sens États-Unis vers la France. À ce jour, la Commission a soutenu plus de 22 000 projets, 22 000 personnes. Alors, nous célébrons cette année les 75 ans de cette commission sous différentes formes qui visent toutes à valoriser, à mettre en avant ce que l'on appelle les Fulbrighters, c'est-à-dire ceux qui font le réseau Fulbright. Voici aujourd'hui la deuxième édition de nos cafés scientifiques qui porte sur un thème très classique de la relation franco-américaine, de la réflexion franco-américaine, qui est celui de l'engagement des sociétés civiles face aux défis démocratiques. Avant de donner la parole aux intervenants de ce soir, je vais juste livrer quelques petites informations. Tout d'abord, vous indiquer que vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants au moyen du chat. Vous pouvez laisser vos questions dans le chat tout au long de la discussion et nous les reprendrons selon toute probabilité en fin de conférence. Deuxième petit point, je voulais excuser Madame Alice Coffin, qui devait participer à ce débat ce soir, et sa participation a été contrariée par l'organisation d'un débat entre candidats et candidates de futures élections sénatoriales dans laquelle elle est elle-même impliquée. Donc Alice ne pourra pas participer ce soir, mais elle participera à un prochain événement. Je vais tout de suite donner la parole à notre modératrice, qui est Jean Guo. Donc Jean est fondatrice et directrice exécutive de Connexio, qui est une entreprise sociale basée à Paris, avec déjà des filières dans plusieurs pays. Madame Guo a lancé Connexion en 2016 pour former les personnes laissées pour compte de la transition technologique à l'utilisation des outils informatiques. Jean est d'origine américaine, elle est diplômée de Stanford et surtout, elle a obtenu en 2017 une bourse de la commission franco-américaine Fulbright et depuis a formé tout le parcours que j'ai commencé à décrire. Donc c'est Jean qui est membre de plusieurs comités exécutifs et qui est membre du board de Fulbright France qui ce soir modérera la séquence. Jean, la parole est à vous. Merci beaucoup, Martine. Je suis ravie de participer et de modérer le café scientifique ce soir. Et juste dans quelques instants, je vais introduire en fait nos deux intervenants qui sont là avec nous. Juste pour donner peut-être une brève introduction aussi sur en fait ces cafés scientifiques et aussi le fait que la Commission franco-américaine a 75 ans. Donc c'est en fait un moment assez important, assez clé qu'on va célébrer cette année. Donc je pense dont justement plusieurs événements comme les cafés scientifiques qui ouvrent justement cette série. Donc, le fil conducteur de cette célébration, c'est l'éducation aux médias, le thème crucial à l'âge du numérique, qui est en priorité pour Fulbright et ses différentes valeurs d'excellence et aussi de rigueur scientifique, de humanisme et aussi de démocratie. Donc, le débat d'aujourd'hui, c'est les engagements, les sociétés civiles et le défi démocratique que nos deux intervenants vont pouvoir aborder dans quelques instants. Le lien aujourd'hui entre la société civile et la démocratique est un classique de la réflexion politique, notamment en perspective comparée franco-américaine. Tocqueville, Observatoire de la démocratie en Amérique, voyez dans les associations remède à l'individualisme qui mine la démocratie en détournant les citoyennes de la participation à la chose publique.
il cite, en fait, dans une citation, il a évoqué notamment « Dans les pays démocratiques, la science de l'association est la science mère. Le progrès de tous les autres dépend des progrès de celle-là. » Pour ce fin, Observatoire de la société américaine, l'art de l'association devait permettre aux individus de participer directement à la vie de la cité en prenant la coopération. Donc, justement, sur ces grands en fait, sujets, de la démocratie, le lien avec la société civile et comment concrètement en fait les deux intervenants en fait agissent d'une manière quotidienne. On va pouvoir vraiment en fait évoquer des sujets assez passionnants. D'abord en fait je voulais juste introduire rapidement nos deux panélistes de ce soir. Donc j'ai le plaisir de commencer par Monsieur Stephen Boucher, qui est aussi en fait alumni de Fulbright France. Il a participé en 2003. Il est aujourd'hui fondateur et PDG de Dreamercracy. Sylvain est l'auteur de Petit manuel de la créativité politique, comment libérer l'audace collective, qui était préfacé par Nicolas Hulot et Dominique Bourg. Il est également cofondateur justement de Democracy Think Tank, qui est dédié à promouvoir l'intelligence collective pour le bien commun. Il enseigne aussi sur ces questions à Sciences Po Paris, la School of Collective Intelligence, aussi CIFE et aussi à ULB. Il fut précédemment directeur de programme politique européen du climat à la European Climate Foundation. Voilà. Et en fait, je veux aussi présenter Eva Ottavi, qui est aussi un alumna de Fulbright France, du programme en fait NGO Leaders en année 2020, donc plus récent, qui est aujourd'hui responsable solidarité internationale de l'association La CIMAN, qui est une association de solidarité active avec les personnes migrantes, réfugiées et en demande d'asile. Eva a prêté sa voix au deuxième épisode de podcast Fulbright France, Meet Our Fulbrighters. Et dans cet épisode de 15 minutes, elle va expliquer comment elle est partie à Tucson, Arizona, dans le cadre du programme Fulbright NGO Leaders en 2021-2020. Et au programme, c'était justement en fait son retour d'expérience sur justement la frontière américano-mexicaine, les différentes rencontres et aussi ses voyages. Donc, je pense que peut-être dans un premier temps, je serais ravie de découvrir un peu plus respectivement sur vos engagements chez Dreamercracy pour Stephen et chez la CIMAD pour Eva. Donc, je veux justement commencer avec cette première question sur justement votre parcours et aussi en fait les expériences que vous avez eues qui en fait vous lient avec cette thématique aujourd'hui. Merci Jean. On y va dans l'ordre que vous avez évoqué? Ok, super. D'abord, merci à la commission Fulbright pour cette bourse que j'ai reçue maintenant il y a longtemps, mais qui a été vraiment déterminante dans mon parcours. Donc, c'était une exposition extraordinaire à, effectivement, la culture américaine et tout ce que j'ai appris là-bas. Voilà, je tenais à le dire. Donc, Dreamercracy est une société, plus qu'un think tank, c'est une société de conseil qui essaie d'apporter des outils d'intelligence collective et de collaboration aux acteurs de la vie publique au sens large, que ce soit les élus, les administrations, les associations, effectivement, on va parler d'ONG, etc. ce soir, et des think tanks, pour s'ouvrir à des apports extérieurs et certainement dans la logique, dans la philosophie derrière cette organisation, il y a cette idée que l'interpénétration entre décideurs publics, groupes d'intérêt, société civile, citoyens, est essentielle pour être collectivement plus intelligent, trouver plus de consensus, plus d'envie d'agir, de transformer. Donc, voilà un petit peu pour la philosophie de Dreamercracy. Merci beaucoup, Stephen. Et je passe la parole à Eva. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Un peu dans le même sens que Stephen, c'est vrai que la bourse Fulbright, alors moi, pour le programme NGO Leader, voilà, est vraiment un changeur, en tout cas une étape dans ma vie, et c'est important de le dire à toutes et à tous, notamment peut-être à celles et à ceux qui se demandent si un jour ils candidateront. En tout cas, il faut le tenter. Voilà, vous ne l'aurez pas
sans candidater, donc ce serait le premier message. Concernant la CIMAD, Jean, vous l'avez bien présenté, c'est une association qui maintenant va avoir 84 ans cette année et qui est effectivement solidarité active auprès des personnes étrangères et notamment les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont en demande d'asile ou réfugiés statutaires. Moi, plus précisément, la CIMAD, elle intervient à plusieurs endroits. Elle fait des permanences juridiques gratuites dans le territoire hexagonal, mais aussi dans les territoires ultramarins, donc en Outre-mer. Elle intervient en prison auprès des personnes étrangères. Elle intervient dans les centres de rétention administratif auprès des personnes étrangères. Donc, c'est ces centres d'où la France organise l'expulsion des personnes étrangères qui n'ont pas de titre de séjour. On donne aussi des cours de français. Et moi, plus particulièrement, je suis donc responsable des solidarités internationales, ce qui veut dire que je travaille avec d'autres associations en dehors de France, et notamment en Afrique de l'Ouest et au Maghreb, à l'analyse de l'impact des politiques de l'Union européenne en dehors du territoire européen, spécifiquement sur les questions migratoires. Et ça fait à peu près maintenant 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, et je suis donc allée travailler aux États-Unis également sur ce sujet. On intervient pour faire le lien avec le sujet du jour. On utilise à la CIMAD, et je l'ai aussi fait dans le cadre de la bourse Fulbright, différents médias. Et c'est en ça qu'effectivement aussi pour faire un travail de sensibilisation auprès de différents publics. Et ça peut être aussi des publics de décideurs, comme le précisait Stéphane tout à l'heure. Et après, on se sent, nous, en tout cas, en tant que société civile, en tant qu'association française, la CIMAD, effectivement un élément important de la démocratie aujourd'hui, et voilà, pour en tout cas avoir une pluralité de paroles, alors au sein de la communauté française, mais plus largement européenne. Merci beaucoup, Eva. Donc, pour lancer dans la discussion, je pense qu'une première question qui est autour de cette thématique, de la place et le rôle des organisations de la société civile en France et aussi aux États-Unis, qui ressentent peut-être quelques divergences et quelques convergences. Donc, une question qui peut être volontairement un peu plus provocante. Est-ce que les organisations de la société civile ont le même poids dans ces deux pays, à votre avis? Alors, juste, Jean, je ne souhaiterais pas forcément répondre à chaque fois à la question en premier. Peut-être qu'on peut laisser Eva répondre, surtout que vous êtes une ONG avec des collaborations de nombreuses ONG. Mais bon, pour les prochaines, peut-être que Eva pourra intervenir en premier. Moi, de mon point d'observation, je n'ai pas de données précises. Je constate qu'effectivement, les rôles sont très différents entre les organisations de la société civile au sens très large, et les situations varient considérablement déjà d'un pays européen à l'autre et entre les États-Unis et l'Europe ou la France, si on parle d'ONG, si on parle de syndicats, etc. Voilà, donc pour ne pas dire de choses évidentes, moi ce qui me semble intéressant, c'est l'évolution de l'engagement des citoyens eux-mêmes. On constate qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la démocratie. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est cette défiance et le risque que l'on constate d'un possible glissement vers des modes de gestion moins démocratiques, plus autocratiques. Et en même temps, il y a une vraie attente de formes de démocratie plus impliquantes, plus engageantes, dans lesquelles les citoyens peuvent s'engager. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti récemment d'une enquête et qui ressort régulièrement de différentes enquêtes, mais il y en a une qui est sortie il y a une quinzaine de jours, qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, qui montre que 8 Français sur 10, selon cette enquête, sont en attente d'autres formes de collaboration, d'autres formes d'engagement. Ça, je pense que c'est un terreau très fertile sur lequel il faut construire. C'est une attente qu'il ne faut pas décevoir. On entend des citoyens qu'ils seraient favorables à des référendums d'initiative citoyenne, par exemple, des formes d'associations comme des conventions citoyennes, etc. Ce qu'on appelle aujourd'hui des innovations démocratiques, qui ne sont pas forcément des outils très nouveaux, qui sont même peut-être très classiques parfois. Et donc, je pense que les formes d'engagement dans
les organisations peut-être traditionnelles, hein, que ce soit les partis ou les syndicats, ne répondent pas forcément aux attentes. Et voilà, il y a une offre à fournir face à une demande d'engagement citoyen qui se manifeste. Je crois que c'est un thème important de la démocratie aujourd'hui. Ça ne répond peut-être pas directement à votre question, mais voilà, je voulais apporter. Peut-être avant de laisser Eva reprendre sur ça, peut-être je creuse un peu cette première réponse qui est très intéressante. Peut-être dans justement ces questions d'engagement des citoyennes, comment vous pensez aussi justement du rôle des institutions, les pouvoirs publics, et notamment par exemple sur la place que les institutions européennes peuvent prendre aussi? Alors, chacune de vos questions est très intéressante et pourrait appeler à chacune un webinaire en soi. Moi, je suis très frappé, juste après avoir obtenu la bourse Fulbright, en rentrant des États-Unis, j'ai organisé le premier sondage délibératif pan-européen. Alors, c'était, Jean, avec un de vos confrères de Stanford, le professeur James Fishkin. On avait obtenu un financement de la Commission européenne, du Parlement, différents soutiens. À l'époque, zéro intérêt. Des décideurs, même si on avait été soutenu parce que c'était sérieux, etc. Donc, on a fait ce premier exercice de réunir un échantillon de citoyens de manière aléatoire, représentative de la population européenne, débat sérieux, etc. Zéro impact, zéro intérêt. Aujourd'hui, 15-20 ans après, on constate que ces démarches d'implication, d'ouverture, de nouvelles formes de débat sont beaucoup plus dans les mœurs, si on peut dire, qu'il y a un vrai intérêt de citoyens, d'ONG et de décideurs pour ces démarches. Et néanmoins, il y a énormément de progrès encore à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines formes sont bien reçues, comme ces conventions citoyennes. On a beaucoup parlé de la Convention citoyenne sur la fin de vie ces derniers temps en France, celle sur le climat avant. Et on constate encore que leur place est vraiment à trouver. Donc, il y a une marge de progrès déjà sur ce type de dispositif. Et ce que je constate, c'est malgré cet intérêt qui naît, qui grandit, cette légitimité qui s'installe, eh bien, il y a énormément de choses à faire. Vous avez cité gentiment tout à l'heure le petit manuel de créativité politique que j'avais écrit. Eh bien, page de pub, dans un mois, le 17 mai, sera publié un autre manuel, le Routledge Handbook of Collective Intelligence for Democracy and Governance. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Eh bien, on constate que partout dans le monde, il y a des formes d'implication de différents acteurs, ONG, citoyens, experts techniques, etc. Et qu'il y a vraiment beaucoup d'inventions, de méthodes. On ne doit pas s'arrêter à quelques petits progrès, même si déjà ils ont du mal à s'installer. Ça serait mon credo par rapport à votre question. Oui, mais je pense que justement dans certaines futures questions, on avait anticipé justement, on va revenir sur ces questions d'engagement en fait des citoyennes. Peut-être juste pour revenir sur cette première question, peut-être Eva, je pense qu'à vous maintenant pour la réponse. Oui, alors moi, un peu comme Steven, je ne répondrai pas directement, je pense. En tout cas, je ne les mettrai pas l'un contre l'autre. Je pense que par contre, ce qui a été souligné sur l'implication des citoyens, elle est vraiment très importante. C'est-à-dire que même les solutions classiques, type partis politiques et syndicats, j'y mettrais presque aujourd'hui les associations. C'est-à-dire qu'on voit que, moi je parlerai aussi des mouvements sociaux et des gens qui s'organisent différemment en dehors des organisations. Alors pour la France, on va appeler ça loi 1901, les associations classiques, mais on voit aussi tout un tas de nouveaux mouvements de mobilisation différentes aussi et qui ne souhaitent pas nécessairement, et ce n'est pas un problème, puisque c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la diversité. Et c'est comment les gens aussi, les citoyens et les citoyennes s'organisent. Et je trouve que ça, on le retrouve à la fois en Europe, notamment en France, mais pas que, mais aussi aux États-Unis. Et moi, ça, je trouve ça assez important. Je pense qu'il y a autre chose aussi sur ces mobilisations-là et comment ça évolue dans le temps, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France et plus largement en Europe, c'est aussi sur les formes de mobilisation, c'est-à-dire comment aussi les associations peuvent réfléchir à se réinventer, retrouver de la place aussi dans l'espace public et avoir des mobilisations aussi directement dans la rue, ce qui ne sont pas les mobilisations les plus simples.
Et ça, c'est pareil, je pense qu'on peut le retrouver aux États-Unis sous différentes formes. Et moi, sur les questions migratoires, la différence que je vois, en tout cas ce qui m'a semblé différent entre la France et les États-Unis, c'est la présence beaucoup plus forte d'associations de personnes concernées directement, en fait, soit par les expulsions, soit par la non-régularisation et le fait d'être sans papier pendant des années. Et que ça, du coup, ça permet pour les associations qui ne sont pas de personnes concernées de tenter d'être le meilleur allié possible des personnes qui sont finalement le plus légitimes à parler des questions, de ces questions-là. Et ça, c'est pas qu'il n'y en a pas en France, il y en a, évidemment, elles se mobilisent. Il y a des associations de la diaspora d'abord, et puis il y a aussi des associations de sans-papiers, il y a même des coordinations de sans-papiers internationales et transnationales. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est vrai que par rapport à la diversité de ce qu'il y a aux États-Unis, je me dis qu'il y aurait des besoins, et là je vais un petit peu sur les financements aussi, parce que c'est aussi des choix de fondation d'aller financer tel ou tel futur leader, on va dire, ou telle organisation de personnes concernées. Et je sais qu'aux États-Unis, ça s'est beaucoup fait ces 10 dernières années, et je trouve que voilà, je trouve que ça apporterait au mouvement social en général. Là, je parle des questions migratoires, hein, parce que bien évidemment, en France, sur d'autres sujets, les forces sont déjà très présentes. Non, très intéressant. Et peut-être juste pour creuser aussi un peu cette réponse sur justement en fait les différentes formes d'engagement, ou en fait est-ce que il y a d'autres exemples quand vous avez fait peut-être le Fulbright qui vous a inspiré? Je trouve c'est intéressant en fait que vous avez cité la différence peut-être sur ces questions spécifiques il y a plus des personnes concernées, et ce que j'entends peut-être c'est que d'un côté c'est peut-être il y a en fait, s'il y avait quelque chose qui peut changer pour faire sortir plus cette question en Europe, c'est le fait d'avoir aussi, c'est une question de financement. Sur en fait, une deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a d'autres choses si on peut en fait avoir une baguette magique qui peut résoudre certaines des questions, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent justement améliorer la situation? Moi, j'ai pensé à autre chose aussi quand Steven il a parlé. C'était, je crois qu'aussi ce qui m'a intéressée, et on tend à ça aussi, il me semble, en Europe et à l'échelle euro-africaine, c'est la transversalité en fait. La transversalité des thématiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de moins travailler en silo. Évidemment que je vais travailler par exemple sur les questions migratoires, mais je sais que ce sera dans un cadre de justice sociale et environnementale. Et dans ce cadre-là, je vais être amenée à travailler avec des associations climat, avec tout un tas d'autres associations. On va travailler aussi, par exemple, sur les libertés associatives et la question des démocraties. Et dans ce cadre-là, ça touche tout un panel d'organisations, alors à l'échelle mondiale, mais bien évidemment aussi à l'échelle française et européenne. Et dans ce cadre-là, on va aussi travailler la transversalité. Et sur les questions migratoires, par exemple, je trouve qu'à la frontière mexicano-américaine, en tout cas du côté États-Unis, j'ai été assez impressionnée. Il y a une campagne en fait contre le mur, et cette campagne en fait c'est vraiment une campagne transversale, dans le sens où il y a des ONG de défense des droits humains, des ONG de défense des droits des personnes étrangères spécifiquement, et des ONG environnementales, et qui expliquent comment le mur a un impact sur l'environnement en général, donc que ce soit sur les personnes et l'ensemble des espèces vivantes autour de ce mur, et qui vont aussi expliquer comment aussi ce mur peut impacter les personnes en passage dans cette zone-là. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans une zone spécifique de pouvoir, c'est quand même c'est assez local, hein, le comté de Pima en Arizona, mais comment les organisations ont réussi à travailler ensemble sur quelque chose de très, très local. Voilà. Mais la transversalité me paraît importante pour l'avenir. Voilà. Gina, est-ce que tu me permets de relayer une question qui a été posée dans le chat et qui me semble devoir être posée à ce moment-là de la discussion?
Oui, très bien. Par contre, je ne sais pas si c'est de mon côté, je ne vois pas les questions. Oui, c'est ce que je me disais. En fait, donc je la vois, donc je vais la relayer. Si, c'est une question de Florian Cavalli qui déjà dit bravo aux intervenants pour cette conférence, qui précise que même si on manque encore de recherche sur les nouvelles formes d'engagement, des traits ont été précisés en France, entre parenthèses, retour à l'associationnisme, développement de l'individualisme altruiste, développement de la contribution citoyenne, et qui nous renvoie à une conférence organisée par l'Institut français du monde associatif. Sa question est la suivante. Est-ce que ces nouvelles formes d'engagement évoquées en France, plus informelles, plus ponctuelles, plus tournées vers l'épanouissement de soi, sont également observées aux États-Unis? Bonne question, Florian, et merci pour le lien. C'est très intéressant. Moi, ce qui me frappe, et c'est dans la continuité des remarques d'Eva, et ce n'est pas une réponse immédiate à votre question, Florian. Moi, je suis aujourd'hui fort concentré sur l'Europe, donc je n'ai pas un point d'observation très informé sur ce qui se passe aux États-Unis. Par contre, et c'est peut-être quand même un point de réponse, c'est je constate la contagion beaucoup plus des pratiques, non seulement des deux côtés de l'Atlantique, mais un peu dans le monde par rapport à différents champs militants. Je l'ai vu quand j'étais dans un poste précédent à la European Climate Foundation, qui fait partie d'un réseau de fondations philanthropiques qui aident les activistes sur le climat. Eh bien, très clairement, dans le secteur de l'advocacy, si on veut, des affaires publiques sur le climat, eh bien, les acteurs se parlent et se communiquent leur savoir-faire, se communiquent leur manuel d'activisme, leur méthode, etc. Je le vois aussi aujourd'hui dans le champ qui est plus le mien maintenant, celui des innovations démocratiques, où il y a aussi du lobbying des idées, aussi du partage de méthodes, de pratiques. Eh bien, je constate que les idées circulent beaucoup plus vite des deux côtés de l'Atlantique. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne suis pas assez proche d'acteurs américains pour voir dans quelle mesure ils sont influencés par le type de pratique que vous décrivez en Europe ou s'ils les adoptent, mais en tout cas, je ne serais pas surpris. Très bien. Donc, je pense que merci beaucoup pour la réponse. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas en fait à les mettre dans les chats et on va faire le mieux possible pour justement en fait les poser aussi sur le reste du webinaire. Peut-être une question qui regroupe aussi plusieurs thématiques de ce que vous avez évoqué tous les deux sur ce sujet de mobilisation. Ce que j'entends, c'est que peut-être d'une part, en fait, il y a certains atouts comme la transversalité ou autres qui peuvent favoriser en fait une plus forte mobilisation. Quels sont les autres freins peut-être vous identifiez dans chacun de vos peut-être domaines aujourd'hui pour essayer de justement peut-être mieux, quels sont les outils ou les moyens peut-être qui sont soit en fait manquants ou en fait freinés aujourd'hui pour justement arriver en fait à une meilleure mobilisation collective? Du coup, je vais y aller. Alors, nous, ce vers quoi on va là depuis plusieurs années et ce qui se renforce à la CIMAD, c'est la sensibilisation en fait. C'est vraiment des outils de sensibilisation, donc des outils qui vont être pour le plus grand public de déconstruction des idées reçues et des préjugés autour des questions migratoires. Et du coup, ça, on va utiliser à travers beaucoup d'outils numériques. Ça va être des petits guides, des quiz, des choses aussi qu'on peut diffuser sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont quand même un allié, je pense, des organisations de la société civile aujourd'hui. On va utiliser l'outil podcast, qui est un outil que Fulbright utilise, que moi j'ai utilisé en revenant de l'échange que j'ai fait aux États-Unis, justement pour pouvoir retranscrire de façon peut-être plus sensible l'expérience vécue et puis écouter, voilà. Ça permet aussi de laisser la parole aux premières personnes concernées. En tout cas, c'est comme ça que c'est fait à la CIMAD, sur les podcasts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui.
Donc, on essaie d'utiliser voilà, à la fois les réseaux sociaux et puis des outils de sensibilisation aux préjugés, enfin contre les préjugés. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi d'interrogations sur la mobilisation et comment mieux aller vers en fait les gens. Et ça peut être aussi des mobilisations dans l'espace public et qui du coup requiert un certain nombre de la formation en fait, parce que c'est pas si simple d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est dans la rue en train de marcher et qui n'a pas nécessairement envie de discuter avec vous. Donc là, c'est pareil, il y a des thématiques, des idées d'animation, de jeux. On développe comme ça un certain nombre de jeux différents, plus ou moins longs. On a un jeu de plateau aussi. Voilà. Mais l'objectif, c'est à la fois d'aller faire ça, la sensibilisation au plus grand nombre, et puis on a un autre objectif de sensibilisation qui est aussi les plus jeunes. Et donc, c'est des interventions aussi dans les écoles, les bibliothèques, les médiathèques, etc. Enfin, réseau de... Voilà. Donc, voilà, j'arrêterai là pour le moment. Pardon pour ce bruit. Moi, ce qui me semble nécessaire pour la plus grande implication des citoyens, c'est une certaine culture. Et là, on va rejoindre les analyses de Tocqueville. C'est vrai que c'est toujours frappant quand on lit ce qu'il a écrit, de constater certaines attitudes, certaines cultures toujours très prégnantes. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais fort exposé et j'étais très impliqué dans des démarches de community organizing, ce qu'on appelle en français, ça m'a toujours surpris le décalage de mots, c'est certainement significatif, l'éducation populaire ou l'incapacitation ou d'autres mots. Et là aussi, je constate que ce que j'appelle contagion, mais positive, se produit. Il y a vraiment des démarches et des acteurs, j'en connais autour de moi qui ont été exposés à ces démarches américaines et qui s'efforcent de l'importer en France. Par exemple, l'organisation, l'ONG The Next Level ou d'autres qui apportent ces démarches. Ce que je constate, c'est que cette culture se diffuse et qu'il y a encore une fois une envie, un certain appétit de certains citoyens. Ce qui est différent, c'est aussi effectivement le financement de ce type de démarche. Ça, Eva l'a mentionné, mais je constate aussi qu'il y a une évolution. Je constate, pour avoir par exemple assisté à des échanges entre fondations philanthropiques françaises et non françaises qui s'interrogent comment soutenir les démarches d'implication citoyenne, d'engagement, d'action d'ONG, de la société civile au sens large pour promouvoir la démocratie. Désolé, j'ai des messages qui arrivent sur mon téléphone, vous devez les entendre. Et donc, il y a une évolution aussi. Après, la culture, elle ne doit pas se développer que du côté des citoyens, elle doit aussi se développer du côté des acteurs publics, du côté des destinataires, potentiellement de l'engagement citoyen ou de l'engagement des ONG. De par mon métier, je suis exposé à des acteurs qui ont envie de changer et je constate qu'il y en a beaucoup, c'est enthousiasmant. Nous recevons des administrations, des élus qui ont envie de s'ouvrir et de travailler différemment avec la société civile. Ça existe, je vous le promets. Il y en a beaucoup, mais certainement, ça reste relativement... je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais je suis persuadé que ça reste relativement minoritaire. Et par exemple, une des choses que l'on fait beaucoup, c'est d'inciter les acteurs publics à s'engager très clairement sur la manière dont ils vont traiter toute forme d'implication, d'engagement et de dialogue avec des parties extérieures, des stakeholders, des parties tierces, des parties prenantes, puisque là, il y a vraiment un nouveau contrat à inventer. Il n'est pas toujours clair dans le jeu politique de pourquoi on fait on met en place tel ou tel dispositif. Voilà ce qui me vient à l'esprit.
Non, je pense que très intéressant et je pense que chaque point, en fait, peut être en fait un sujet entier, justement, en fait, dans vos différentes réponses. Peut-être, j'aimerais bien aussi revenir sur ces questions d'audience aussi et les mobilisations différentes quand on parle d'engagement citoyen. Par exemple, Eva, vous avez évoqué sur les jeunes, peut-être que aujourd'hui, il faut aussi réfléchir en fait comment on mobilise différemment. Quelles sont vos observations justement en fonction de différents groupes de public, si c'est des jeunes ou d'autres en fait caractérisations? Justement des personnes en fait et est-ce qu'il y a certaines qui sont plus difficiles à mobiliser ou en fait faire réagir sur certaines justement thématiques que d'autres? Alors, sur les jeunes, nous, on a un groupe, on prend plutôt des. Enfin, le public cible, c'est plutôt fin de collège et lycée. Pour l'instant, on ne fait pas nécessairement plus jeune. Il faut adapter les outils, hein, bien évidemment, à chaque fois, suivant aussi l'âge du public. On utilise les techniques d'éducation populaire dont parlait Steven tout à l'heure. Parce que justement, ça permet quand même des échanges plus dynamiques et moins descendants. De personnes qui seraient sachantes et d'autres qui ne le seraient pas, mais plutôt sur de l'échange d'expériences. Nous, de l'expérience qu'on a, il me semble, c'est que quand même, généralement, les enfants sont quand même plutôt intéressés, en tout cas par la thématique migration, puisqu'ils en entendent parler beaucoup à la télé, parfois à la maison, dans la cour d'école. Enfin voilà, c'est un sujet qui est quand même assez prégnant en France et que du coup, le travailler à travers des techniques d'éducation populaire et en repartant aussi de sa propre histoire personnelle, ça peut permettre aussi parfois de débloquer des idées ou en tout cas de faire réfléchir, hein, parce que l'objectif pour nous principalement est de faire réfléchir. Donc après, oui, c'est un public qui est quand même plutôt réceptif. Généralement aussi sur ce type d'activité-là, de toute façon, c'est anticipé, préparé avec les instituteurs ou les professeurs en amont. Enfin voilà, c'est des choses aussi qui sont amenées. On a une mallette pédagogique avec tout un tas d'outils très différents qu'il est possible d'utiliser. On fait aussi des formations, c'est-à-dire que les bénévoles de la CIMAD ou les salariés de la CIMAD sont aussi formés à faire ce type d'animation et à aussi réfléchir à leur propre posture en tant qu'intervenant adulte auprès d'un public mineur. Et ça, il me semble que c'est aussi important. Et voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais je m'arrêterai là. Non, très bien. Je pense que c'était vraiment justement en fait de voir comment on cible différemment. Ça peut être peut-être des jeunes, mais pas que aussi, en termes d'audience qu'on cible et qu'on souhaite faire engager plus. Voilà. Je ne sais pas si Stéphane, vous voulez aussi répondre à ces questions particulièrement ou Alors, ben, j'avais quelque chose d'autre en tête par rapport à tout ce qui est un enjeu qui est complexe et que je ne maîtrise pas très bien, mais qui est celui des fausses croyances, de la désinformation, etc. Je regarde mes notes puisqu'il y a une citation qui est connue et que j'aime beaucoup de Tocqueville, puisque c'est un de nos mentors ce soir. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Et aujourd'hui, on est sur des enjeux, j'ose dire, hein, que ce soit la CIMAD ou peut-être ce que nous faisons sur d'autres formes de gouvernance ou ce que j'ai pu vivre, par exemple, dans le domaine du changement climatique, où on a parfois des solutions qui ne sont pas si simples à expliquer, puisque si on veut apporter de vraies réponses à des enjeux complexes, eh bien, il faut tenir compte de l'ensemble du problème, de ce caractère systémique, si on veut employer des mots qui font peur. Et donc, on a un vrai enjeu démocratique, c'est d'arriver à expliquer mieux que ceux qui apportent des réponses simplistes. Et de manière encore plus convaincante. Donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu puisque on constate qu'il y a une appétence pour de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles formes d'association des citoyens, et en même temps, il y a une attirance, et ce n'est pas forcément chez les mêmes personnes, et parfois ça peut l'être. Il peut y avoir une dualité, une attirance pour des modes de décision qui seraient considérés comme potentiellement plus efficaces
Voilà, la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui ne satisfait plus. Donc, certaines personnes sont attirées par des alternatives non démocratiques. Certaines personnes votent pour des partis ou des mouvements qui sont ouvertement ou pas ouvertement non démocratiques. Et face à ça, il faut arriver à mieux convaincre, il faut arriver à porter un message complexe, mais de manière simple et convaincante. Je suis vraiment désolé, on est en direct, on est en live, mais les messages que je reçois, c'est une personne qui est coincée à ma porte. Donc, je vais couper mon micro 2 secondes et je reviens. Je suis désolé, j'en ai pour 1 minute. Pas de problème. Et peut-être justement sur cette question de désinformation, je sais que pour nous, en fait, sur justement en fait, les thématiques clés, on a choisi, c'est justement cette question sur la désinformation, fake news. Est-ce que justement, en fait, Eva, ça c'est quelque chose que vous avez dû confronter aussi dans le cadre en fait, du travail de la CIMAD? Et quels sont en fait les outils ou d'autres choses que vous pouvez déployer contre justement le fake news? Parce qu'on avait tous vu ça, en fait, il y avait en fait d'un côté avec les derniers enjeux politiques, même aux États-Unis ou en fait ailleurs dans le monde, on a l'impression d'être de plus en plus en fait clivé en termes de juste opinion politique et ça crée beaucoup en fait des opportunités où des choses comme les fake news, le désinformation en fait, ça reproduit assez rapidement. Oui, alors c'est vrai que sur les questions migratoires, les fake news, c'est un petit peu au quotidien déjà. Après, c'est vrai qu'en période électorale, ça prend des proportions quand même assez importantes. Et du coup, les médias aussi développent Enfin, je pense aux décodeurs de Le Monde qui font ça voilà, de façon intéressante, par exemple. Alors, sur l'ensemble des fake news, hein, pas que sur les questions migratoires. Nous, on n'a pas la capacité à la CIMAD de pouvoir réagir à chaque fois qu'il y a une fake news parce qu'en fait, il faudrait une équipe salariée dédiée à ces questions-là. Donc, l'option qu'on choisit, c'est sur la base des documents de décryptage qu'on a et suivant les thématiques. Donc, on a un document de décryptage qu'on met à jour régulièrement à chaque élection, que ce soit les élections européennes ou des élections nationales. C'est les idées reçues sur les migrations. Et on le partage en fait, dès qu'on entend quelque chose de très, très gros ou très, très faux. Et on partage ce document sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. pour rappeler que la personne qui a partagé son idée reçue, en fait, n'a pas tort, en fait. On repart des faits et on repart du droit. Alors souvent du droit international, du droit européen et voire du droit national. On essaie voilà, en fait, de garder la tête froide et de remettre en fait des éléments logiques à parfois des échanges qui sont beaucoup sur le ressenti, notamment en période électorale, où effectivement il va y avoir aussi une surenchère à ce moment-là spécifiquement. Donc voilà, on essaie de passer par ces outils-là de décryptage, parfois des campagnes spécifiques sur les préjugés et les idées reçues. Ça peut nous arriver à des moments de travailler là-dessus. Sur les enjeux de fake news, de désinformation, et merci pour votre compréhension pour ma sortie de 2 secondes, c'est un enjeu extrêmement complexe parce que ça touche au modèle économique des médias dits sérieux, comment ils sont en concurrence avec toutes sortes d'autres sources d'informations. Donc, comment gérer ce problème de modèle économique des médias est toute une question en soi. Il y a les questions d'information et de désinformation sur les réseaux sociaux et les algorithmes et les styles de vie, etc. Voilà, tout ça, il y a énormément de réflexions là-dessus qui sont très complexes et toutes liées. Moi, j'apporterai un autre éclairage qui est, je pense, aussi lié à cette question des fake news, et à notre thème de ce soir de l'engagement, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour apporter un récit alternatif qui donne envie de s'engager, à la fois soit personnellement dans la vie de la société, mais aussi d'engager une conversation ou de s'engager par rapport à l'information sur un sujet donné. Et aujourd'hui, ces récits alternatifs, positifs, convaincants, qui tiennent compte de la complexité que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il manque, selon moi en tout cas.
En tout cas, c'est ce qui préside au nom qu'on s'est donné de Dreamocracy. Dans la démocratie, si on veut une implication large des citoyens, des acteurs, etc., il faut aussi que ça soit animé par une vision commune, par des envies, par des valeurs communes, et pas juste par des craintes ou des frustrations ou des colères qui sont attisées par des personnes pas forcément, selon moi, bien intentionnées. Donc, face aux fake news, il ne faut pas que du debunking, il ne faut pas que de la désintoxication, etc. Il ne faut pas que équiper des réseaux sociaux en meilleurs algorithmes et en meilleure réglementation. Il ne faut pas que des modèles économiques pour des médias crédibles plus forts. Il faut aussi une capacité à donner envie. Et ça, c'est du ressort peut-être, si on veut s'en remettre à une certaine culture, de leaders éclairés qui vont nous emporter par leur vision convaincante, mais c'est aussi du ressort de nous tous, de se réunir et d'exprimer nos envies et d'avoir des aspirations, d'oser les exprimer, etc. Je sais que c'est facile à dire, mais je crois que c'est vraiment une responsabilité qu'on doit partager. Très, très bien dit. J'ai juste pour les participants, j'aurais juste une ou deux dernières questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des toutes dernières questions, vous les poser aux intervenants, de les mettre directement dans le chat. Comme ça, en fait, on va revenir dans juste quelques minutes. Peut-être une question qui est, je pense, qu'un peu évoquée dans vos réponses respectives, c'est aussi ces questions de, je pense que dans un monde de plus en plus globalisé, malheureusement aussi, on a plus des divisions et des frustrations en fait qui sont créées en fait à ces différentes divisions. Je pense par exemple aux États-Unis, on parle beaucoup des silos politiques, qui est aussi en fait, je pense que aggravé justement par ces campagnes de désinformation ou de fake news où des personnes n'arrivent pas même à comprendre quelles sont les opinions, d'où viennent justement en fait ces vues politiques de l'autre côté ou de notre parti politique. Et donc, comment vous pensez justement sur ces questions de clivage en fait, ou division qui sont créées de plus en plus avec des personnes peut-être qui n'ont pas les mêmes visions, mais comment, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour essayer de mieux justement en fait créer plus des réflexions en fait ou des perspectives qui sont multiples que juste de en fait continuer dans la direction qu'on a aujourd'hui ou ces dernières années sur une tendance plutôt de clivage, voilà, au lieu de l'unité. J'y vais en premier cette fois, Eva? OK. Alors, pour moi, la vie politique américaine souffre de maux dont on est en partie protégé. D'abord, un mode électoral qui pousse au bipartisanisme. Ensuite, des primaires qui poussent des candidats à parler à leur base la plus extrême. Et puis tout ça s'amplifié par un système de financement des partis, par le gerrymandering, etc., qui font qu'on se retrouve avec des acteurs politiques qui sont de plus en plus stridents, hein, on dit ça en anglais, est-ce qu'on dit en français, qui sont de plus en plus extrêmes dans leur expression. Alors malheureusement, comme ça marche, il y en a qui les copient ici, hein, comme ça marche de parler aux craintes, de parler à la base la plus radicale, etc. Ça se produit ici aussi. Le remède éprouvé, hein, c'est presque, c'est désormais même scientifiquement prouvé à ceci. Il y en a de toutes sortes. Il y a des remèdes institutionnels. Hein, l'Alaska, New Jersey, si je ne me trompe pas, et d'autres États ont expérimenté de nouvelles formes de gestion des primaires qui font que les candidats primaires transpartisanes vont parler au centre plutôt qu'aux extrêmes, et ça fait de vraies différences. Il y a des remèdes donc institutionnels. Et en France, on peut certainement améliorer, par exemple, notre système électoral, notre culture du compromis parlementaire ou d'autres choses. Il y a un autre remède qui est celui de la culture de la délibération, d'accompagner, que ce soit dans nos institutions ou avec les acteurs extérieurs, les décisions de vraies délibérations. Et derrière le ressentiment là, sur le 49.3, c'est... sans que forcément on utilise ce mot, que des citoyens aient ce mot en tête, c'est la frustration. Il n'y ait pas eu une délibération, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un échange d'arguments et on verra qui gagne, c'est vraiment
un dialogue qui permet de confronter différentes options, de peser le pour et le contre, d'avancer dans son opinion et de dégager plus de convergence. Et cette délibération, elle peut s'organiser de manière beaucoup plus systématique et informée. Quand je disais scientifique, c'est parce que j'évoquais James Fishkin tout à l'heure. Il y a de nombreux académiques universitaires qui étudient ces questions et qui peuvent nous éclairer sur la manière de développer cette culture de la délibération. Ouais, j'irais dans le même sens de la concertation, en fait. Et il me semble que c'est effectivement ce qui semble nous manquer depuis quelques années en France. Là, on a l'exemple, un exemple très récent qui est encore présent, qui est la discussion sur les retraites. Mais on peut parler d'autres. Enfin, je sais que nous, on participe à un collectif qui s'appelle La Coalition. Donc, c'est la coalition sur les libertés associatives. En 2018, en fait, il y a à peu près 18 associations françaises qui se sont mis ensemble justement pour travailler un peu la question des libertés associatives, puisqu'on était plusieurs organisations, alors très différentes, pas toutes sur les questions migratoires. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui est là-dedans, France Nature Environnement, par exemple. C'est lacoalition.fr. Mais on s'inquiétait effectivement des dangers de ce qui pouvait se passer en France sur les libertés associatives. Et il s'avère qu'il y a une loi qui a été adoptée en 2021, appelée la loi sur le séparatisme. Cette loi, par exemple, pour nous, elle est assez liberticide et elle a été prise sans concertation du milieu associatif. Or, elle a un énorme impact aujourd'hui sur l'ensemble du milieu associatif. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de la coalition. Mais je crois que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Bon, là, on prend l'exemple du gouvernement actuel, mais c'est en général la concertation, l'écoute et le dialogue pourra tenter d'arriver en tout cas à la discussion et d'entendre le point de vue des uns et des autres. En tout cas, c'est ce qui nous semble important quand même à la CIMAD aujourd'hui, et pas que sur les questions migratoires. Et puis, pour moi, c'est aussi rappeler en fait ce que c'est que l'état de droit, en fait. Et que ce qui prévaut dans un état de droit, c'est le droit, en fait, qui constitue, alors là, à l'échelle française, et puis c'est rappeler ce que c'est que la démocratie. Et la démocratie, c'est la diversité, la pluralité des points de vue. Et la diversité, la pluralité des points de vue aussi par rapport à un gouvernement quel qu'il soit. Voilà. Très bien. Peut-être, je sais que Martine, est-ce que tu voulais juste dire un mot peut-être rapidement sur le programme NGO Leaders? Oui, à écouter toutes ces interventions qui parlent d'engagement associatif, je voulais en profiter pour signaler que Fulbright France, ce n'est pas seulement de la mobilité académique, universitaire ou scientifique, c'est aussi un programme qui soutient les leaders d'associations, de fondations, d'organisations non gouvernementales, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qui leur offre l'opportunité d'effectuer un séjour de recherche ou d'observation, d'échange de bonnes pratiques aux États-Unis pour une durée qui peut aller de 3 ou 6 mois dans la structure de leur choix, où ils pourront se confronter à d'autres méthodes, à d'autres pratiques et ainsi nourrir leur réflexion et leur mission en France. Pour l'instant, nous offrons cette possibilité que dans le sens France vers les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est un programme dont Eva a été bénéficiaire. Donc, je voulais signaler, parce que je crois que dans l'audience, il y a des personnes qui sont susceptibles de pouvoir y participer. Nous venons tout juste de clôturer les candidatures cette année, mais le prochain appel à candidature sera ouvert à partir de septembre prochain. Et la Commission franco-américaine est à disposition, bien sûr, de tous les futurs candidats. Voilà. Merci Martine. Et justement, vu qu'on aura juste quelques minutes, je pense que je vais juste poser une toute dernière question et aussi peut-être laisser Eva et Stéphane pour faire en fait un mot de conclusion justement sur certaines des thématiques qu'on avait évoquées. Je sais qu'on avait commencé à aborder peut-être des perspectives ou des
divergence, convergence en fait américaine versus aux États-Unis versus en France. On avait parlé des enjeux dans l'engagement citoyen. On avait aussi évoqué des questions aussi sur comment en fait, quels sont les freins aujourd'hui. On avait parlé aussi des questions comme la transversalité. On avait également aussi parlé de qui on veut mobiliser, par exemple, parmi justement les différents publics aujourd'hui, notamment les jeunes, par exemple. Et aussi les enjeux qu'on a aujourd'hui qui sont sur les enjeux de désinformation ou fake news, qui sont quand même des choses qui frappent aujourd'hui en fait aux États-Unis et aussi en Europe. Et c'est des futurs enjeux à lesquels en fait on doit aussi faire face. Peut-être avec tout ce contexte et les différentes thématiques on avait évoquées ce soir aussi. Et donc merci beaucoup en fait à tous et à toutes pour votre participation et votre engagement. Quelles sont vos perspectives respectivement en fait pour le futur? Ça peut être assez large comme question sur les futurs enjeux, les futurs espoirs aussi. Quelles sont les choses en fait, sur lesquelles vous avez justement beaucoup en fait, d'ambition aussi, de pouvoir en fait, aussi y travailler sur les différentes en fait, questions en fait, qui sont assez importantes aujourd'hui sur, par exemple, les questions migratoires, mais aussi sur des questions plus larges de la mobilisation de la citoyenneté aujourd'hui. Donc, je vous laisse peut-être reprendre dans en fait, n'importe quel ordre dans l'ordre que vous souhaitez pour la fin. Bon, j'y vais. Du coup, moi, ce sera vraiment la transversalité, à la fois la transversalité des thématiques pour une justice sociale et environnementale. Je crois que vraiment, en tout cas, en tant que membre de la société civile et travaillant pour des associations depuis près de 20 ans, pour moi, c'est vraiment c'était le combat d'hier, mais ça l'est encore plus aujourd'hui et ce le sera encore plus demain. Et la transversalité aussi dans les métiers. C'est-à-dire pas qu'entre associations, mais bien évidemment, et Steven le disait, avec d'autres professionnels, ça peut être des praticiens, ça peut être des chercheurs, ça peut être des institutionnels, des élus qui peuvent être intéressés aussi à bouger sur ces questions-là. Donc pour moi, ça, c'est vraiment les enjeux de demain. Et puis, je l'avais précisé, je crois, dans le podcast qui vous a été partagé en début de webinaire. Pour moi, c'est aussi important l'apprentissage des réseaux sociaux, de comment est-ce qu'on manie en fait les différents médias et les différents réseaux sociaux et comment est-ce que qu'on soit adulte ou pas d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on manie cette information. Mais je pense que c'est important vu la multiplicité de l'accès à l'information qu'on a avec Internet, d'apprendre quand même assez jeune à comment gérer cette information et comment on recoupe cette information. Voilà. Je vais rebondir très directement sur cet élément de perspective. Pour moi, la perspective essentielle qui se dégage et qui est passionnante, c'est celle des multiples dynamiques positives de rénovation démocratique qui sont en cours. Alors, petite anecdote, il y a quelques temps, j'ai échangé avec mes deux filles qui ont 16 et 17 ans sur toutes sortes de choses inquiétantes, parce qu'elles sont exposées par l'école, par l'actualité, à toutes sortes de messages. Elles voient les manifestations au Capitole, les divagations de certains leaders populistes ou que sais-je. Et puis, on en parlait et je me suis rendu compte que, voilà, elles écoutaient. Et le soir, je me suis dit, mais tous ces messages négatifs, c'est qu'une partie de l'histoire. Et le lendemain, je leur ai dit, vous savez, par mon métier, je vois énormément d'acteurs, certainement comme la CIMAD, mais plein d'autres, qui développent des modes d'implication, des modes d'engagement, qui apprennent, qui réfléchissent à comment renouveler cette démocratie. Et moi, donc j'aurais détaillé, j'aurais partagé plein d'histoires, plein d'anecdotes de par le monde de ces initiatives, de ces engagements. Bien sûr, elle connaissait Fridays for the Future, mais il y en a tellement qu'elle ne connaissait pas. Et puis à la fin de la discussion, je leur demande, mais en fait, je me suis rendu compte qu'hier, je vous ai parlé beaucoup de choses inquiétantes et pourquoi ça existe, et on a parlé de ça. Et est-ce que ça vous a fait du bien qu'on parle aujourd'hui des choses positives? Et elles m'ont dit, oui, en fait, on est très au courant de ce qui se passe mal. Et là, tu nous as dit des choses qu'on ne savait pas, mais on n'était pas au courant de ce que tu nous as dit, des choses positives. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de révélateur, pas juste dans mon rapport avec mes enfants, de partager des inquiétudes, mais que c'est quelque chose qui est en fait très diffusé autour de nous.
cette absence de partage des expériences positives, de ce qu'on peut en tirer et comment on peut accélérer ces choses-là. Avec ces mots, un grand merci à tous et à toutes pour la participation, à Eva et à Stéphane et aussi à Martine pour justement l'occasion d'organiser ces cafés scientifiques. Je crois qu'il y a des futurs cafés scientifiques qui vont aussi voir le jour dans les prochains mois. Donc voilà, un grand merci pour ça. Et je pense que ça vient dans les valeurs en fait de la Commission franco-américaine pour partager des valeurs, échange de perspectives. Donc j'espère que vous avez tous pu avoir ces bons échanges et aussi qu'on va aussi partir avec certains nouveaux éclairages. Merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci Fulbright. Bonne soirée. Eh bien, oui. Bonne soirée à vous également. Oui, bonne soirée. Merci. C'est qu'il se fait tard. Merci de votre disponibilité. Donc, ce contenu sera mis en ligne sur nos sites et puis nous poursuivrons nos échanges, nos partages d'expériences positives, parce que c'est aussi ce qu'on fait avec ces cafés scientifiques et podcasts dans les prochains mois, à raison d'une fois par mois. Super. À bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.